Salut tout le monde, bienvenue, vous êtes bien à l'écoute du podcast de l'ADA, l'association de développement de l'apiculture en Occitanie. Je m'appelle Martin Baudrero, je suis journaliste et ensemble, aujourd'hui, on va parler de transmission apicole. On vous embarque direction les Cévennes à la rencontre de ceux qui reprennent et celles qui cèdent. Ils et elles vont vous raconter leur parcours de vie, leur expérience, avec un objectif, vous faire mieux comprendre comment fonctionne une transmission apicole. Alors on arrive à Soudorgues, petite commune des Cévennes. On va retrouver Thibaut, l'un des premiers repreneurs qu'on va interviewer. Et ces interviews, on va les mener moi, mais aussi avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Alors Margot, tu fais partie de l'ADA, l'association de développement de l'apiculture en Occitanie. Quel est ton rôle en fait au sein de cette association ? Donc moi je vais plutôt aider ceux qui veulent s'installer en apiculture professionnelle, mais aussi ceux qui veulent potentiellement transmettre ou qui vont partir à la retraite et qui ne savent pas forcément qu'est-ce que va devenir leur activité. Justement, c'est de ça dont on va parler. On va en parler avec Thibaut et avec Samuel qui eux sont repreneurs d'une exploitation, et enfin avec Dorothée qui elle cède son exploitation après une dizaine d'années à faire de l'apiculture. T'as bossé là aujourd'hui ? Non, c'est une journée un peu la journée administrative aussi, on va dire. J'étais plutôt la tête dans les chiffres et le rassemblement de papiers. Ouais. C'est pas ce que je peux y arriver. C'est pas ce que je préfère le plus, ouais, mais bon, il faut s'y mettre. Alors du coup, je suis Thibaut, j'ai 36 ans, je suis apiculteur en cours de professionnalisation. Et aujourd'hui, on est à Soudorgues, chez moi, là où je vis, une petite commune du département du Gard, dans le Piémont-Cévenol. Et du coup, c'est avec plaisir que je vous accueille. Ils volent autour de nous parce qu'on est sur leur voie d'arrivée. Alors c'était en 2012 à peu près. J'habitais dans une maison sur la commune, sur Soudorgues, ouais. Un printemps, il y a une colonie d'abeilles qui a décidé de venir s'installer dans le mur de la maison. Et en fait, j'ai passé une saison à l'observer. Et c'est ce qui m'a donné envie à la base en fait, d'aller en savoir plus sur les abeilles. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, il y a un rucher école qui ouvrait sur la commune d'Arfy, dans le Gard, la plus proche du Vigan. C'est à une petite heure d'ici. Donc c'est parti de là, effectivement. Et ouais, on reste vraiment dans l'ordre du loisir à 100%. Mais plus je m'intéresse à l'apiculture, plus j'ai envie d'en savoir, finalement. Et à cette époque, tu as déjà un travail. C'est quoi le travail que tu as avant de devenir apiculteur ? Qu'est-ce que tu faisais ? Avant d'être apiculteur, j'étais dans l'animation nature et j'étais accompagnateur en montagne. Il s'est avéré qu'en 2017, je suis devenu papa. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, le métier d'accompagnateur, pour vraiment vivre de cette activité-là en Cévennes, pour moi, c'était pas quelque chose de compatible avec mon envie d'être papa et d'être présent auprès de ma fille aussi au quotidien. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réussi ? Tu as plus de temps qu'avant ou est-ce que c'est un boulot qui m'a l'air très prenant ? C'est une très bonne question. C'est deux activités qui sont vraiment différentes, mais l'avantage d'être apiculteur que je vois par rapport à ce que je projetais, c'est qu'effectivement je rentre tous les jours ou quasiment tous les jours à la maison, à quelques exceptions près quand je fais des longues transhumances. Mais effectivement, il y a quand même une saisonnalité qui est très prenante. Il y a une portière anti-frelons là devant la ruche, donc les frelons ne peuvent pas rentrer, mais le côté étant plus ouvert, là, le frelon, il pourrait rentrer par là. Elles commencent à mettre de la propolis partout le long. Et elles vont laisser plus qu'une toute petite entrée. Du coup, il y a eu une grosse remise en question sur l'hiver 2017-2018. Et en fait, à la suite de ça, il s'avère que sur la commune où je vis, donc à Soudorgues, il y avait une famille d'apiculteurs depuis 3 générations. Donc il y a eu le grand-père, le père, puis la fille qui a repris. Et la fille est venue me voir. Donc je me suis dit, chouette, elle a besoin de quelqu'un. Elle va me proposer de pouvoir l'accompagner sur quelques moments de la saison. Et en fait, pas du tout. Et donc, quand je l'ai rencontrée, elle m'a annoncé qu'elle allait arrêter et qu'elle a vu que moi, je cherchais à me professionnaliser. Donc, elle voulait savoir si moi, j'étais intéressé pour reprendre l'exploitation. On se sent un peu bête dans ces moments-là. Du coup, moi, ma première réaction, ça a vraiment été de lui dire que je pouvais pas lui donner une réponse comme ça, parce que je me projetais pas dans forcément une reprise à la base.
Et donc je lui ai dit que j'avais besoin d'éléments complémentaires et d'un temps de réflexion, bien entendu, pour me prononcer, quoi. Et d'un prix aussi de rachat. On te propose de reprendre cette exploitation de cette famille qui habite ici à Soudorgues. Tu te décides à le faire finalement, tu dis oui. Notamment, tu évoquais la question du prix. C'est une des choses qui t'a décidé. Combien ça a été de reprendre cette exploitation ? Quand on en a parlé avant, tu évoquais un prix d'amis. Alors d'abord, combien c'est et pourquoi c'était un prix d'amis ? Dans la reprise, il n'y a pas de foncier. Donc, je tiens à le préciser parce que voilà, pas de bâtiment, pas de terrain, etc. Ce que j'ai repris dans l'exploitation, finalement, c'est vraiment l'outil de travail. Donc, c'est-à-dire tout le matériel de miellerie, les véhicules, les emplacements, la clientèle finalement aussi, puisqu'ils étaient en vente directe. Du coup, il y a eu vraiment une passation et un relais de fait vis-à-vis de la clientèle. Et donc, le prix, c'était 160 ruches plus le matériel de miellerie, etc. pour 40 000 €. Voilà. Margot, est-ce que 40 000 € pour une exploitation, c'est peu commun ? C'est en dessous du prix habituel ? C'est au-dessus ? Pour moi, c'est peu commun. Après, ça fait 3 ans qu'on travaille sur la thématique de la transmission. On a eu une dizaine d'exemples. Et pour moi, ça tourne plus, si on parle sans les bâtiments, autour de 80 à 200 000 €. Enfin, en fait, du coup, quand ils m'ont annoncé le prix, moi, ça m'a juste permis déjà de réfléchir à si c'était quelque chose de faisable ou pas, en sachant que moi, j'avais pas forcément d'argent, de trésorerie de côté qui me permette d'acheter en direct sans passer par un emprunt. Assez rapidement, effectivement, je me suis dit qu'il fallait que je voie si c'était possible pour moi de reprendre économiquement parlant, en termes de coût de reprise, en sachant que j'ai pas de maison à mon nom. Donc, quand je vais voir les banques, forcément, il faut arriver avec du concret. Et donc, je suis allé rencontrer la DEARG derrière, qui m'a accompagné à monter mon dossier, justement. Et de là, effectivement, j'ai demandé à l'ancienne exploitante de pouvoir me fournir les chiffres d'affaires qui étaient gagnés par l'exploitation, quoi. Voilà. Juste en un mot, la DEARG, tu peux dire en une seconde ce que c'est cet acronyme ? L'Association de développement de l'emploi agricole et rural, qui travaille sur l'installation, mais aussi sur la transmission. Tu rentres du coup dans cette reprise. Ouais. On vient de le dire, tu te jettes à l'eau. Ouais. Comment ça se déroule cette reprise ? Est-ce qu'on t'a dit, tiens, voilà les clés, bonne journée ? Ou il y a eu une période de tuilage, de travail avec le transmettant ? Non, heureusement, on m'a pas jeté les clés comme ça. Il y a quand même l'année 2018 que j'ai passé finalement à accompagner. Alors, paradoxalement, pas la fille, parce que vraiment, il avait ses problèmes de santé. Donc, c'est plutôt son papa qui lui était retraité, mais qui mettait encore les mains dans les ruches malgré tout. Et du coup, je l'accompagnais pas mal sur les colonies pour découvrir déjà les emplacements, les lieux de transhumance sur lesquels il allait, les dépendants pour les transhumances, etc. Donc je l'ai accompagné sur cette année-là. Mais il y a une vraie période tampon, en fait. Ça se fait pas d'un coup comme ça. Tout à fait. Il y a une vraie période tampon, alors qui s'étale sur 2018. Et 2019 encore, officiellement, je reprends l'exploitation au 1er janvier 2019. Ça dure une année, ce rapport avec ce monsieur qui te transmet au fur et à mesure. C'est suffisant, 1 an, pour tout apprendre ? Si on part de zéro, non. En fait, la grosse différence entre mon apiculture de loisirs et finalement ce milieu professionnel auquel je me confronte, c'est vraiment la partie transhumance et le nombre de colonies qui n'est pas le même. Après, le suivi sanitaire des ruches, sur la gestion d'une colonie, ça va, je savais comment ça fonctionnait, je savais ce qu'il fallait faire, j'arrivais à juger si c'est des colonies qui avaient besoin d'avoir des reines renouvelées, etc. Là-dessus, il a vu que j'étais compétent. Après, il faut toujours rester dans de la remise en question et de toute façon, les saisons se suivent, se ressemblent jamais. Donc, c'est un métier où on est obligé de s'adapter en permanence. Enfin, on travaille aussi avec du vivant et on se confronte aussi à de la mortalité, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Tu parlais de s'adapter, donc une des choses à laquelle on doit s'adapter lorsqu'on reprend, c'est le rapport qu'on a pendant quasiment une année avec une personne qui cède. Ouais. Comment ça se passe, ce rapport au cédant, à cette personne-là ? Ça ne doit pas être simple d'entrer dans les chaussures et les habitudes de quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'y allais vraiment, quand je l'ai accompagné en 2018, avant vraiment que je reprenne finalement, moi, j'y allais pour apprendre, quoi. J'étais pas là à dire je sais faire ou quoi que ce soit. C'est non, on m'apporte le savoir, je pose des questions, je pratique avec, je demande si je fais comme ça, si ça fonctionne, etc. Je suis pas là pour poser un jugement sur leur manière de faire. Donc moi, je prends,
Et après, je fais le tri. C'est important de poser clairement un cadre avec la personne avec qui on va travailler quasiment les yeux dans les yeux pendant un an en fait. Oui, c'est important de poser un cadre, parce que mine de rien, y a le côté économique, mais il y a aussi... ça a été un déchirement quelque part pour eux, que ça sorte de la famille. Mais d'un autre côté, ils étaient contents que l'exploitation reste sur la commune et continue de perdurer malgré tout. Donc ça a changé de nom, mais on retrouve les mêmes miels. Du coup, la clientèle qui a continué à venir derrière retrouve les mêmes saveurs de miel, etc. Donc, et il y a eu un vrai jeu aussi de leur part joué dans le sens où ils sont venus m'accompagner sur des marchés pour bien expliquer, ou des foires pour dire que c'était moi qui reprenais, etc. Donc là-dessus, c'était vraiment très chouette. Pour moi, c'était hyper important parce que je pense que quand on démarre de zéro, il faut se faire sa clientèle, il faut aller trouver les points de vente. Ça prend du temps et de l'énergie. Quand on doit se créer sa clientèle, c'est hyper énergivore et ça met du temps à vraiment se mettre en place. Là, le fait que eux m'accompagnent là-dedans, moi en fait les rentrées d'argent, elles étaient là tout de suite finalement. Donc les abeilles, elles risquent d'être un peu nerveuses là devant. Donc on voit, elles sortent du côté. Normalement, elles sont pas censées sortir sur le côté de la ruche, mais c'est une des vieilles ruches que j'ai repris du coup qui a besoin d'être changée. Pour terminer, on voulait faire un premier bilan. Ça fait combien de temps maintenant que tu es seul sur cette exploitation ? Ça va faire 4 ans. Sur le plan économique, quel bilan pour toi ? Est-ce que tu parviens à dégager de quoi te payer décemment ? C'est combien ton chiffre d'affaires aujourd'hui, par exemple ? Pour l'année 2022, j'ai pas encore fait le point. L'année dernière, c'était un peu plus de 38 000 euros de chiffre d'affaires. L'idée, c'est vraiment de monter en puissance sur l'exploitation. Donc, déjà, elle était basée que sur le miel. J'ai connu une année 2019, mais catastrophique au niveau de la production de miel. Si j'avais vécu une deuxième année 2020, la même que 2019, j'aurais dû mettre la clé sous la porte, c'est clair. Ça n'a pas été le cas, 2020 était mieux, tant mieux. Mais le fait d'avoir vécu 2019 compliqué sur la production de miel, je me suis dit, oula, je peux pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Il faut que je me diversifie. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour me diversifier ? Donc je me renseigne et je tombe sur le groupement de producteurs de gelée royale, ce qu'on appelle le GPGR, qui propose des formations à des apiculteurs. Et donc en fait en 2020 je vais me former à la gelée royale. En 2021 je produis avec mes premières colonies de la gelée royale. Et 2022 je monte un peu en puissance là-dessus, avec vraiment pour objectif d'avoir ce pilier gelée royale qui vienne compenser, qui vienne ramener économiquement un plus à l'exploitation pour qu'elle soit plus viable. Parce que très honnêtement, à l'heure actuelle, juste avec le miel, avec les charges d'emprunt, mine de rien, que j'ai mensuellement, je me sors quasiment pas de salaire. Plus spécifiquement, ce processus de reprise, de reprendre une exploitation, c'est un bilan positif pour toi ? Ça t'a servi ? Ça t'a apporté quelque chose en plus peut-être que de démarrer de zéro ? Ah bah énormément. Je peux pas dire le contraire, ça m'a énormément apporté. Alors, l'envie de se professionnaliser dans un domaine avec du coup une famille qui travaille dans ce domaine, qui habite le même village et qui viennent te rencontrer pour te dire on va arrêter, est-ce que tu veux reprendre ? En fait, ça arrive qu'une fois, ou voire jamais. C'est pour moi comme avoir gagné au loto quelque part. Je joue pas au loto, mais oui, ça a été une chance énorme. C'est une opportunité qui se présentera pas 2 fois. Ouais, et je regrette pas du tout. C'est ça, Yves, que tu devrais prendre. Regarde ça. Miel, pollen, gelée royale. Tu sais, dites-lui comment il peut prendre ça. Et voilà, on a quitté Soudorgues. Cette fois, on est à Alès, ambiance beaucoup plus urbaine. Ici, on est toujours dans les Cévennes, aux portes des Cévennes. Et on s'approche du marché de l'abbaye. C'est la halle couverte de la ville, le marché, du vendredi et du samedi. Là, on est vendredi matin et c'est le marché couvert. On va retrouver Samuel. Samuel, il reprend les miellets d'or. C'est l'exploitation de Dorothée qu'on entendra un peu plus tard dans ce podcast. On a un rendez-vous avec lui, avec Margot de l'ADA, et on va discuter avec lui de cette reprise.
Alors, moi, je m'appelle Brun Samuel, j'ai 36 ans. Moi, je reprends une exploitation donc, de Dorothée Renault qui se situe à Sainte-Cécile-d'Andorre, c'est à 20 minutes au nord d'Alès. Donc, ils sont sur environ 200 ruches en région Cévennes pour limiter effectivement les transhumances. Donc, on arrive quand même à faire une petite dizaine de miels différents. On va parler un peu de ta vie, Samuel. Avant de se rencontrer aujourd'hui, on a discuté un peu à distance. Et il y a déjà un truc à retenir sur toi, sur ton parcours. Toi, avant de reprendre cette activité, tu étais marin, ce qui n'a rien à voir. Tu manœuvrais même des bateaux militaires. Tu peux nous raconter ça ? Oui, marin d'État. Bon, voilà, j'ai 10 années au service de la Marine nationale. J'ai pu naviguer sur toutes les mers, plus de 40 pays différents. Hein. On peut dire que j'ai un peu bourlingué. Comment on décide de passer d'un métier de marin où on bouge tout le temps à l'apiculture qui est très différent, voire très enraciné ? C'est peut-être d'ailleurs ça qui t'a plu à ce moment-là ? Alors c'est différent, mais en même temps ça l'est pas tant que ça. Le déclic, ça a plutôt été de me dire est-ce que je veux continuer vraiment à ne pas me poser. On avait quand même des moyennes, on partait 8 mois en mer par an. Et à ce moment-là, la construction de vie, c'est assez difficile. C'est un des gros points qui m'a fait aussi vouloir arrêter. Voilà, donc après l'apiculture, moi c'est mon grand-père qui avait quelques ruches. J'ai pu faire une apiculture, on va dire, assez rustique à ses côtés. Depuis ce jour-là, en fait, ça m'a jamais quitté. Et même quand j'ai voulu quitter l'armée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire après ? J'ai toujours pensé à avoir des ruches. J'ai pu rentrer à l'école donc en 2020 et faire mon année au CFPA de hier. C'est la moins sucrée qu'on ait. Si vous aimez le goût châtaigne, là, il va vraiment ressortir. Il y a un mélange. Après, c'est la normale. La normale. Et on a enfin une... alors, il n'y a plus que des petits pots, par contre. Avec du miel. Voilà, on mélange une partie de sucre par du miel. Tu as fait une année et ensuite tu t'es demandé comment te lancer, ça ? Pendant mon année BPRA, j'ai pu trouver un travail. Donc, je suis parti chez un apiculteur pro dans le Tarn où j'ai fait toute la saison. Et donc là, effectivement, j'ai pu acquérir des techniques qui m'ont déjà donné un bon aperçu de ce que ça pouvait être concrètement. Hein, parce qu'effectivement, au BPRA, on fait des stages. C'est toujours très intéressant de voir de nombreuses exploitations. Mais voilà, il faut vraiment le vivre au moins, je dirais au minimum une saison pour avoir une idée plus complète, quoi. Comment tu rencontres Dorothée ? Comment ça se fait ? C'est elle qui va te transmettre l'exploitation, on va lui parler un peu plus tard. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire c'est ici, avec son exploitation à elle, que je vais me lancer ? Comment vous vous rencontrez ? Comment ça a matché, quoi ? Par Internet. Donc sur le site de rencontre de l'ADA, une sorte de petites annonces que l'ADA met en ligne en fait, et je suis tombé dessus, donc voilà, je consultais ça un petit peu comme on consulterait Le Bon Coin. Et effectivement, les Cévennes, c'était un des coins où je m'étais dit j'aimerais bien m'installer. Tu réponds à l'annonce, tu as été rencontré Dorothée en personne ? Je sais plus si j'ai commencé par un email ou si je l'ai appelé au téléphone, et à partir de là, on a décidé d'un rendez-vous. Enfin, de se voir, hein, tout simplement. Dès le premier rendez-vous, ça a été ok, je te décris ma ferme. Toi, tu décris quand même ton expérience, j'imagine. Et après, vous vous êtes dit ok, on se lance, on travaille ensemble et on voit. Je crois que ça n'a pas été plus compliqué que ça, oui. Ça s'est fait au fil du temps. En fait, chacun pouvait quand même évaluer entre guillemets l'autre dans le travail au quotidien. On est quasiment à la fin de la saison. On a continué à travailler ensemble tout le long, quoi. Vous avez travaillé tout de suite en informel sur les ruches de Dorothée ? J'avais pas de colonie, mais j'avais un peu d'autofinancement. Donc à ce moment-là, je lui ai acheté déjà une partie de son cheptel, dès le départ. Voilà. Histoire qu'on partage vraiment tout, quoi, les charges comme les bénéfices. Voilà, que chacun soit investi autant que l'un que l'autre. C'est vrai que l'aspect financier, ça peut vite, je pense que ça peut vite déraper si on s'entend pas. Margot, tu me diras si tu peux répondre à cette question, mais c'est l'impression que chaque reprise a vraiment une forme d'histoire personnelle et que c'est des fois, on l'a entendu, très informel en fait, pas forcément tout est écrit sur le papier avec une règle, comme peut-être d'ailleurs vous le souhaiteriez un peu plus, mais ça c'est un autre sujet. Oui, là c'est assez particulier parce qu'il n'y a même pas de temps de test en fait. C'est une reprise hyper rapide qui pour nous pourrait être risquée parce qu'on n'a pas le temps d'analyser si une reprise est viable, etc. C'est très particulier. Après, il faut savoir quand même que je suis venu, je ne sais plus, une semaine ou 2 semaines chez eux. J'ai travaillé avec eux, on peut dire, je sais pas, une sorte de woofing à l'exploitation de châtaignes. Et voilà, on a pu aussi apprendre à se connaître à ce moment-là et travailler. Alors, c'est pas sur les abeilles,
mais c'est sur un autre volet, quoi. Et vous serez là tous les vendredis et samedis? Vendredi et samedi, oui. Vous connaissez la chanson des abeilles? J'en connais quelques-unes, mais... Bzz, 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 les abeilles. Ah, allez, tapez sur Internet. Bourville, les abeilles. Vous allez vous régaler. Qu'est-ce que ça apporte du coup pour revenir vraiment au processus de reprise, de ne pas partir d'une page blanche, de créer une nouvelle exploitation? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était déjà là et qui t'a été très utile ou utile? Moi, je pense que c'est rassurant. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur toutes ces choses. Le fait d'avoir une personne qui est là quand même pour chapeauter, ça aide à prendre les bonnes décisions, à voir aussi comment mettre en place ce que je veux moins. Tout ça, c'est important. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est toujours bon de prendre de l'expérience de quelqu'un parce que ça enrichit, tout simplement. Il y a également le circuit de vente qui est déjà en place, tout ce qui est transhumance, tout ce qui est rucher, les contacts, les emplacements, exactement. Ils ont déjà quasiment tous les circuits qui sont en place. Et ça, c'est très intéressant. Donc pour moi, c'était important aussi de prendre des repères là où on était. Moi, je lui ai dit clairement que je voulais travailler comme elle travaille. Et donc, les repères, elle les a. Et ça fait pas mal d'années qu'elle les a. Très simplement, ça va être savoir quand est-ce qu'on part pour faire une transhumance, repérer telle floraison. Ça, c'est très important. Et tout ça, cette expérience-là, elle a acquis. Ça prend pas que du jour au lendemain. On est vraiment sur des choses très concrètes un petit peu en fait, ce qu'on appelle des savoir-faire en fait, connaître son espace de travail, connaître la région, etc. C'est ça en fait qui se transmet beaucoup. Ah oui, et je pense que c'est la clé de la réussite, du moins au niveau de la production. Tu sors d'une première saison de reprise. D'abord, c'est quoi ton bilan du processus de reprise, de faire une reprise? Et ensuite, je dirais, est-ce que tu le conseilles à d'autres, cette manière de faire? Oui, complètement. Je me pose beaucoup de questions, j'ai une charge mentale assez élevée, mais j'ai aussi beaucoup de réponses, grâce à Dorothée, quoi. Et ça, avoir une personne à ses côtés, qui a l'expérience, ça c'est pas négligeable. Je pense que ça permet un vrai avancement. Donc c'est vous qui reprenez le flambeau, voilà. Mais c'est bien, il faut, ouais. Si c'est dans la continuité, voilà, ça ne nous gênera pas du tout, ouais. On continuera à venir, bien sûr, ouais, avec plaisir. C'est hyper stimulant, je me sens bien là où je suis et là où je vais en fait. Je me lève le matin en me disant ma journée va être bien remplie. Mais je sens que ça avance. C'est un projet de vie et là où je me retrouvais bloqué dans la marine, je me sens pas libéré, mais décontracté de ma vie qui arrive. Allez, on a laissé Samuel, il avait rendez-vous avec son papa pour manger, c'est important aussi la famille. On a donc repris la voiture avec Margot et les abeilles que vous entendez, ce sont celles de Dorothée. C'est elle qui transmet son exploitation à Samuel et elle nous a donné rendez-vous dans sa miellerie chez elle. On est donc au Ponchet, c'est un hameau des Cévennes, niché dans une minuscule vallée encaissée. On est en gros à peine à 1 heure de Montpellier, on est sur la commune de Sainte-Cécile d'Andorge. Mais je peux vous dire qu'on a vraiment le sentiment d'être au bout du monde. Donc je m'appelle Dorothée, je suis apicultrice depuis 12 ans, j'ai 60 ans. Je me suis installée dans cette région des Cévennes après un coup de cœur pour ces paysages. Tout de suite en bio, parce que pour moi c'était important et la question ne se posait pas. Et je suis fatiguée de cette pratique physique, très physique. Donc je suis heureuse de céder la main, parce que c'est l'âge de la retraite pour moi. Donc j'avais fait paraître cette annonce pour dans 3 ans. Et puis j'ai eu des candidats qui se sont proposés. Et j'étais pas prête d'ailleurs à m'arrêter tout de suite. Et puis en réfléchissant avec mon mari qui lui est à la retraite déjà depuis quelques années, on s'est dit que c'était le moment et que on aimerait bien passer du temps ensemble, du temps libre ensemble. Je n'envisageais pas une session
Enfin, une reprise. J'envisageais de vendre toute mon exploitation par petits bouts. Mais qu'est-ce qui t'a du coup décidé à dire ok, on change de plan et on se lance dans un processus de reprise? C'est ces dames de l'ADA qui m'ont dit « Oh, mais quand même, c'est dommage, tout ce que tu as mis en place, c'est dommage, ça va être perdu. » C'est ça, c'est l'argument de dire j'ai construit quelque chose, ça risque de partir, d'être démantelé, qui finalement t'a convaincu? Oui, c'est tout à fait ça. L'idée de pouvoir partager ça et en faire bénéficier quelqu'un, de savoir que les choses allaient continuer et surtout que la qualité du miel ne serait pas modifiée. Et Samuel est très attaché à ça, à la qualité de ce qui ressort. C'est valorisant et je suis contente qu'il ait conscience de ça. Margot, je me tourne vers toi. Dorothée, elle parle du rôle de l'ADA, l'association de développement de l'apiculture en Occitanie en l'occurrence. Comment ça s'est passé l'échange et pourquoi vous lui avez dit tu peux pas t'arrêter comme ça? Oui, alors on lui a pas dit ça comme ça, c'était... Mais c'est vrai que on trouve ça dommage que des fermes qui sont en place depuis plusieurs années se perdent. Pour nous, en fait, reprendre, c'est quand même un gage de réussite ou en tout cas une clé qui facilite une installation. Tout le circuit d'emplacement et de transhumance qui sont pas perdus et qui va être bénéfique pour une nouvelle personne. Il y a plein de manières de transmettre différentes. On peut tout vendre à une seule et même personne, incluant les bâtiments, etc. Ça, c'est compliqué financièrement. Et il y a aussi des possibilités de revendre seulement une partie des colonies avec une partie du circuit de commercialisation et une partie du circuit de vente qui est cohérent avec le projet d'une personne. Déjà, ça baisse un peu le prix. Le bâtiment, ils peuvent trouver des arrangements différents. Nous, on essaie en tout cas de montrer toutes les transmissions possibles aux futurs cédants qui se posent la question de quoi faire de leur activité. Après, on laisse le choix, bien évidemment. Ouais. J'ai choisi, évidemment. J'ai choisi. Oui, bien sûr. Elles m'ont convaincue, mais elles m'ont pas du tout obligée. Enfin, il n'y a pas eu de pression, pas du tout. Si ce n'est une petite pression morale, mais bon. Oui, voilà, il y a quand même une notion d'engagement dans la transmission, c'est transmettre aussi un savoir-faire et avoir envie que la filière se développe et aille un peu dans le bon sens, quoi. Dorothée, on va en venir à cette transmission précisément. Maintenant, quand tu as fait le choix, aujourd'hui, tu es plus proche de la fin que du début. Tu termines, on va dire, une transmission avec Samuel, un ancien marin qu'on a rencontré ce matin au marché d'Alès. Qu'est-ce que tu attendais d'une personne repreneur ou repreneuse? Tu espérais quoi de cette personne et qu'est-ce qui, du coup, décidé chez Samuel, t'as décidé à dire ok, on peut tenter le coup avec lui? J'attendais quelqu'un d'énergique qui sache prendre des décisions. Et puis je savais surtout qu'il avait des connaissances en apiculture. Il avait déjà le BPREA apiculture, puis il avait fait une saison chez un éleveur de rennes. Donc je pensais qu'il avait plus grand-chose à apprendre. Au niveau financier, on lui a annoncé tout de suite le topo, les chiffres, on lui a annoncé les chiffres et surtout on a mis en place une sorte d'échéancier, c'est-à-dire nous on tenait à ce qu'il s'engage financièrement dès le départ et puis à la fin de la saison, il achètera le reste de l'exploitation, enfin pas tout le reste parce que entre-temps il a pu voir ce qui lui convenait ou pas. Pour avoir 200 colonies, plus le matériel qui est nécessaire à une installation, il faut compter entre 90 et 100 000 euros. Qu'est-ce que ça comprend précisément comme matériel, comme outil de travail? Alors le plus gros poste, ce sont les abeilles, les colonies. Dans leur caisse. Après, il y a les ruchettes. Il y a également, il a acheté le pick-up et la remorque de transhumance. Et à la miellerie, il va prendre l'extracteur qui permet de sortir le miel, le bac à désoperculer, l'étiqueteuse et l'appareil qui permet de faire la mise en pot. Il y a toute la chaîne de production là en fait. Oui. J'ai chiffré juste ce qui est vendable, mais tout le reste c'est cadeau. Donc tout le circuit de transhumance, tous les ruchers d'hivernage, tout le circuit de commercialisation, je l'offre. Avec Samuel, vous avez travaillé donc une saison ensemble. Oui. Tu nous disais en préparant cette interview que c'était
énormément d'informations à transmettre, tu viens d'en parler encore. Est-ce que 1 an, c'est suffisant ? 1 an, c'est peut-être pas suffisant pour le repreneur, mais pour le cédant, pour moi en tout cas, c'est largement assez. Tu disais aussi que ce qui était difficile, c'est que tu es déjà en train de penser au départ, tu es déjà un peu parti quand tu cèdes, parce que c'est la fin d'un cycle, et qu'il faut quand même être toujours très très engagé. C'est pour ça que donner plus d'1 an serait compliqué. Non, en fait, moi, mon problème, c'est que j'étais pas partie du tout. C'est toujours mon exploitation, et que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, en fait, que c'était fini, que j'arrêtais. Un des enjeux aussi d'une reprise, on vient d'en parler un peu, c'est la relation qu'on parvient à établir avec le repreneur. Si on doit conseiller des futurs cédants ou futures repreneuses, repreneurs, à quoi il faut faire attention lorsqu'on se lance dans cette aventure un peu à deux ? Il faut tout mettre sur papier, ou en tout cas se mettre d'accord sur le plan financier. Parce que nous, on est installés dans la vie, on n'a pas de problème financier forcément. Et voilà, alors que des jeunes qui s'installent sont dans l'angoisse de ce qu'ils vont gagner, c'est plus difficile pour eux de partager. Et c'est peut-être ça que j'ai pas du tout anticipé. Autre chose, tu disais que c'était important pour toi, tu montrais ta manière de travailler. Est-ce que c'est difficile pour une personne qui arrive dans tes chaussures, un peu dans ta manière de faire, on a tous ces manies, ces méthodes de travail un peu personnelles, de s'intégrer comme ça et de pouvoir rentrer dedans et comprendre ? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est surtout c'est difficile de transmettre de femme à homme, parce que c'est moi le patron. Et et c'est dur pour certains hommes d'accepter ça. Quand on préparait cette interview, tu m'avais dit que le défi, et je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est aussi de transmettre la capacité de décision. Tu disais que c'était quelque chose que tu attendais. En quoi c'est différent d'être à la tête d'une exploitation et décisionnaire ? C'est difficile à transmettre parce que il faut déjà connaître un peu la profession pour savoir quand il faut prendre des décisions. Et ça, une saison, c'est pas suffisant pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Je sais pas si ça va marcher ou pas, mais moi je serai là. En tout cas, même s'il m'appelle pas, pour lui dire bon, t'as pensé à faire ci, ou tu sais que c'est le moment pour faire ça, parce qu'il aura besoin. Pour l'ADA, l'important c'est d'accompagner ces transmissions, c'est ce qu'ils essayent de faire, notamment avec Margot. Comment ça se passe cet accompagnement, et est-ce que ça t'a permis aussi de réfléchir à comment travailler avec Samuel, de réfléchir à la suite ? Oui, l'accompagnement il a été mis en place avant même que Samuel démarre ici, puisqu'il a eu plusieurs entretiens avec Anne-Charlotte, qui l'a aidé dans ses projections financières, qui lui a donné plein de conseils. On a eu des entrevues à 3 pour mettre les choses à plat. Et voilà, donc elle l'a bien aidé. Anne-Charlotte l'a bien aidé, Samuel, pour le rassurer sur le plan financier. Moi, ça m'a aidé aussi de voir qu'il était capable de s'engager. C'était bien, c'était rassurant. Plus largement, tu as la sensation que c'est une bonne méthode pour faire perdurer des exploitations agricoles et peut-être des savoir-faire aussi ? Oui, je pense que c'est primordial. Et si tu te lances dans l'achat d'une exploitation, il faut absolument être coaché et ne pas hésiter à demander conseil, à demander du soutien aux collègues qui n'hésitent pas. Par ici, il y a une très bonne cohésion, je trouve, entre apiculteurs. Il n'y a pas de compétition. Ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que moi, j'ai donné la base pour une future installation, en fait. J'ai donné tout ce que je pouvais de mon installation à moi, et je sais que ça va se transformer et que ça sera une autre exploitation. Moi, je cherchais vraiment à transmettre tout, mais au final, c'est les clients qui comptent, et c'est la qualité du miel et la qualité des pratiques, parce qu'il faut être très rigoureux. Oui, ça, je pense que ça va continuer. Oui. Il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'il y ait d'autres jeunes qui se lancent dans le cercle vertueux. Merci beaucoup, Dorothée. Mais c'était avec plaisir. J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Vous venez
d'entendre les témoignages de transmission apicole de Dorothée, Samuel et Thibaut. Un énorme merci à elles et eux pour ces moments passés ensemble. Avec Margot, on espère que ces expériences vous seront utiles pour vos futurs projets d'apiculture ou simplement pour mieux comprendre cet incroyable métier. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'association de développement de l'apiculture. En Occitanie, ça se passe sur le site www.adaoccitanie.org. Vous retrouvez aussi des ADA dans la plupart des régions de France. N'hésitez donc pas à les contacter, ils et elles seront vraiment très heureux de vous accompagner dans vos projets, de répondre à vos questions et de continuer à développer l'apiculture dans votre région.